Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence de l'UPV qui est consacrée au nouveau plan de relance alternance et à son décryptage. Donc, le gouvernement a présenté le 23 juillet dernier un plan jeune de 6,5 milliards d'euros pour soutenir l'emploi des jeunes. C'est près de 750 000 jeunes qui vont entrer dès septembre sur le marché du travail, et tout ça dans un contexte perturbé par la crise liée au Covid. Donc, il y a des incertitudes pour cette rentrée et c'est crucial d'inciter les entreprises à former et recruter les jeunes dont les embauches risquent d'être gelées afin d'éviter les pénuries d'emploi et de compétences lorsque l'activité repartira. Le succès du plan de relance repose sur l'engagement des entreprises et l'accompagnement qui leur sera proposé. Alors, parmi les questions qui se posent, quelles aides pour quelles entreprises? Comment réussir son recrutement? Comment concrétiser le contrat en alternance? Apprentissage ou professionnalisation? Autant de réponses auxquelles nos spécialistes vont vous répondre, à commencer par Olivier Robert, qui est responsable emploi-formation MEDEF Sud, qui va vous décrypter le plan Un jeune, une solution. Jean-Claude Dupuis, qui est responsable du dispositif alternance formation à l'UPV et qui présentera notamment les actions conduites par l'UPV et son CFA IMSAT. Et Réga Chéhou, qui est chargé de mission, qui vous présentera le site Provence Emploi, qui est spécialisé aussi dans l'alternance. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonne conférence à tous et je passe la parole à Olivier Robert. À toi, Olivier. Merci Thierry, bonjour à toutes et toutes. Bien écoutez, oui, on va faire un peu la genèse de ce qui s'est passé depuis quelques mois, hein. Alors vous souvenez peut-être au mois de février, une pandémie, une épidémie qui se transforme en pandémie et qui mène le 16 mars ou le 17 mars à un confinement de l'activité, donc confinement des personnes, c'est-à-dire enfermement des personnes dans leur lieu de vie. Et donc plus personne ne va au travail. Bon, déclenchement de l'activité partielle, c'est-à-dire un refinancement de l'État des salaires des personnes qui sont en arrêt de travail. Et puis l'activité s'arrête progressivement, et puis pour certains secteurs totalement, et cela pendant plusieurs mois. Hein, je pense à l'hôtellerie-restauration, au transport terrestre, au transport aérien, au tourisme, à l'événementiel, qui sont des activités qui encore aujourd'hui sont toujours en très très grande difficulté parce qu'il n'y a plus d'activité, parce que, vous le savez, la jauge est limitée, on ne peut plus faire d'événements internationaux ni nationaux, on reporte, on fait des réunions en visio au lieu de les faire en présentiel. Et donc tout ça, ça génère quoi? Ça génère une baisse de l'emploi salarié, hein, grosso modo une baisse de l'ordre de 3% de l'emploi salarié en France. Une hausse du chômage, même s'il est camouflé par des effets statistiques qui ont laissé imaginer en juillet que le chômage baissait, mais c'est pas une réalité. On a 700 000 jeunes qui ont obtenu tous leur bac au mois de juin d'une façon un peu bizarre, mais qui arrivent sur le marché du travail. 700 000 jeunes qui sortent du bac pro, qui sortent de licence, qui sortent de DUT, BTS, etc., qu'il va falloir occuper. Et l'État réagit tout de même très vigoureusement, on peut le dire, puisqu'elle injecte dans un plan 470 milliards d'euros, hein, parce que l'on craint une croissance négative de l'ordre de 10% à la fin de l'année. Hein. Je vous rappelle, en 1945, fin de la guerre, la croissance était à moins 8. Hein. Donc là, on est dans un dispositif beaucoup plus mondialisé, beaucoup plus régulé, avec des meilleures connaissances des dispositifs économiques, mais 10% de récession, c'est absolument énorme. D'où l'ouverture des robinets des milliards d'euros. Hein. Si on regarde la diapo suivante, un certain nombre de mesures d'urgence. Alors, les prêts garantis par l'État, hein, ce qui représente 120 milliards d'euros. Alors vous me direz, effectivement, ce sont des prêts garantis par l'État, qui dit prêt dit remboursement, sauf qu'on sait qu'un certain nombre d'entreprises ne vont pas survivre d'ici la fin de l'année, et donc les prêts ne seront pas remboursés. Report de cotisation URSSAF, assurance maladie, vieillesse, etc., pour 25 milliards d'euros. Le dispositif d'activité partielle qui devrait coûter alors on ne sait pas très bien, mais c'est entre 14 et 25 milliards d'euros, hein, puisque c'est pas parce que vous faites une demande d'activité partielle que vous allez la réaliser et demander le remboursement des heures.
Et puis, un plan de relance européen qui est tout à fait historique, parce que c'est pas dans les habitudes de l'Europe de jouer la solidarité. Mais là, donc, on a un plan de relance européen de 100 milliards, donc 40 milliards d'euros de contributions européennes qui vont directement à la France. Une attention particulièrement portée par ce plan de relance au TPE-PME, ce qui fait quand même l'essentiel des entreprises de notre territoire, à l'ESS et au territoire d'outre-mer. Et puis, une volonté du gouvernement de faire en sorte que tous les acteurs publics travaillent ensemble et de façon harmonisée. Donc, groupe de caisses des dépôts, BPI, collectivités locales, régions, etc. Tout le monde est appelé à une sorte de sursaut national pour essayer de faire en sorte que les effets du Covid soient le moins impactants possible. Je l'ai dit, 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, ou qui sont arrivés d'ailleurs sur le marché du travail en septembre. On le voit sur la diapo suivante. Voilà. Deux types d'aides, en fait. Une aide à l'embauche et une aide à l'alternance. Une aide à l'embauche, c'est 4 000 € pour toute embauche en CDD d'au moins 3 mois, en CDI bien entendu aussi, pour l'embauche, le recrutement d'un jeune de moins de 26 ans, sauf s'il est RQTH, reconnu qualité du travailleur handicapé. Et donc là, 4 000 €, ça paye en gros les charges sociales d'un salaire qui va jusqu'à 2 fois le SMIC. Voilà. Donc c'est un coup de pouce qui est quand même sensible. Et puis surtout une aide à l'alternance, à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation, 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour un majeur. Alors, je vous le verrai après dans les tableaux que je vous ai préparés. Alors que je vous commenterai pas parce que c'est fastidieux, hein, entre ceux qui ont moins de 18 ans, plus de 18 ans, première année de formation, deuxième année de formation, ça reste compliqué. Mais globalement, sur un contrat d'apprentissage, ça coûte extrêmement peu à l'entreprise. Donc, prenez des jeunes, embauchez des jeunes, parce que l'apprentissage, il n'y a pas que le salaire, hein, il y a aussi la fonction tutorale qui est extrêmement importante, et là, qui coûte parce que c'est du temps. Hein. Mais faites cet effort de recruter des apprentis ou des jeunes à contrat de professionnalisation, parce que vous avez la possibilité, effectivement, d'avoir un coût minoré, hein, et ça, du niveau CAP jusqu'au niveau master ou ingénieur, hein, 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour un majeur la première année. Hein. Donc, c'est une aide spécifique, exceptionnelle, qui se substitue à l'aide unique à l'employeur. L'aide unique à l'employeur sera reprise, si je peux dire, sera versée pour la deuxième année ou la troisième année du contrat dans les situations normales. Cette aide est affectée aux entreprises de moins de 250 salariés, comme l'aide unique à l'employeur, mais également aux entreprises de plus de 250 salariés qui satisferont aux exigences de la CSA, la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Hein, vous savez, ce sont les entreprises de plus de 250 salariés qui ont plus de 5% ou qui ont moins de 5% d'alternants dans leurs effectifs salariés et qui ont une contribution supplémentaire. Si vous voulez vous passer de la contribution supplémentaire, vous recrutez des alternants, il en faut au moins 5%. Alors, alternance, c'est contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, CIFRE, et vous êtes dispensé de la CSA, et vous bénéficiez de la prime de 5 ou 8 000 €. Voilà. Donc, c'est quelque chose à réfléchir, sachant que si on veut faire bien les choses, un apprenti ou un alternant, quel qu'il soit, il faut qu'il soit accompagné correctement avec un tuteur ou un maître d'apprentissage. Et donc, il faut investir sur la formation du maître d'apprentissage. Voilà, donc ça, c'est l'aide à l'embauche des jeunes. Donc là, dans la diapo suivante, vous avez deux petits tableaux, un sur le contrat de pro, un sur le contrat d'apprentissage. Alors moi, je pense que le PowerPoint pourra être envoyé aux participants s'ils le souhaitent, hein, parce que bon, on se rend compte que ça fait diminuer considérablement le coût. Hein. Sur un contrat de pro, c'est évidemment plus onéreux que sur un contrat d'apprentissage, mais ça reste quand même des coûts extrêmement raisonnables par rapport à un coût d'un salarié lambda. Le tableau suivant, c'est pour un apprenti. Vous voyez, un apprenti de moins de 18 ans, entre 18 et 20 ans, ça coûte moins de 20 € par mois.
ça reste des coûts extrêmement raisonnables. Je le disais tout à l'heure sur la diapo suivante, il y a l'aide à l'embauche des personnes handicapées. Donc là, les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, il n'y a pas de limite d'âge pour l'aide à l'embauche, hein, aide qui est octroyée jusqu'au mois de février 2021. L'aide à l'apprentissage, il n'y a pas de limite d'âge, et l'aide de contrat de professionnalisation est acquise aussi. Et puis, bon, ça c'est pour les jeunes, donc en gros les moins de 30 ans, hein, pour schématiser, enfin, moins de 25 ans, moins de 30 ans. Il y a aussi l'aide aux entreprises qui veulent former les actifs. Sur la diapo suivante, on le voit très bien. L'idée, c'est d'augmenter l'effort de formation des entreprises avec l'accompagnement des entreprises et des salariés par deux dispositifs qui sont le dispositif PROA. Alors, vous savez que le dispositif PROA, c'est celui qui a remplacé la période de professionnalisation que l'on a accusé peut-être pas sans raison, d'avoir substitué des fonds des OPCA au fonds des entreprises et qui aujourd'hui nécessite un accord de branche étendu pour pouvoir être mis en place. Et puis le CPF de transition professionnelle qui permet à l'individu salarié de changer de métier, de profession et qui est financé comme un peu lorsque l'on utilisait le congé individuel de formation. Le dispositif PROA devrait être assoupli, ça c'est à peu près certain, et le dispositif de transition professionnelle devrait être abondé d'une centaine de millions d'euros, c'est-à-dire 20% de plus que ce qu'il est actuellement, pour pouvoir permettre de faire des suivis de changements, de transition professionnelle plus faciles. Et puis, le gouvernement a l'ambition de modifier pas mal le paysage des organismes de formation. On a vu que les organismes de formation ont dû s'adapter pendant la période de confinement, avec la digitalisation très importante et, je dirais, spontanée et très rapide, des contenus de formation sous forme de webinaires ou de MOOC, ou de choses comme ça. Et donc là, on sent qu'il y a quelque chose à capitaliser. Sans doute un certain nombre de formations qui pourraient se faire non pas en présentiel, mais en distanciel, avec autant d'efficacité. Et donc, c'est aussi une des étapes qui est à venir. Et le dernier point sur la diapo suivante, c'est le maintien dans l'emploi et les compétences, c'est l'activité partielle de longue durée, donc ce qui permet aux personnes de conserver leur emploi en conservant leur rémunération. Hein, l'entreprise est remboursée des sommes qu'elle reste versées en salaire à ses salariés. Et puis le FNE formation qui a été assez peu utilisé. Et c'est sans doute dommage parce que les conditions étaient extrêmement favorables puisque les coûts pédagogiques étaient pris en charge totalement. Et donc il y a 1 milliard d'euros qui est mis sur le FNE formation. Donc si aujourd'hui vous avez du personnel en activité partielle, vous pouvez cumuler activité partielle et FNE formation, ce qui veut dire que vous avez une prise en charge partielle des salaires et une prise en charge totale des coûts pédagogiques. Donc, il faut absolument pas hésiter à vous tourner vers votre direct pour pouvoir mettre ça en œuvre. Voilà, j'ai été très rapide, hein, mais je pense que vous avez peut-être quelques questions. Merci. Alors peut-être avant de passer la parole à Jean-Claude, il y a deux questions qui ont été posées. Aujourd'hui, l'entreprise qui hésite entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, qu'est-ce que tu conseillerais, Olivier, au niveau du choix? Il y a deux poids, deux mesures. Le contrat d'apprentissage, incontestablement, est moins cher. Ça, c'est certain, tout le monde est bien d'accord. Mais il impose de faire un titre professionnel inscrit au RNCP ou un diplôme. Le contrat de professionnalisation, il est plus cher, mais il peut faire un CQP ou il peut faire des contrats expérimentaux qui sont sur des parties de diplôme ou ce qu'on appelle des certifications partielles. Donc, ça peut être intéressant. C'est plus modulable, c'est plus souple, c'est plus léger. Le contrat de pro a ses avantages. Alors, beaucoup de contrats de pro qui étaient opérés par des organismes de formation classiques ont basculé sur le contrat d'apprentissage parce que sur le plan financier, le contrat d'apprentissage est plus attractif. Mais effectivement, si vous faites un BTS management, ça coûte beaucoup moins cher en apprentissage qu'en contrat de professionnalisation. Cependant, la souplesse du contrat de pro
hein, c'est-à-dire 150 heures maximum minimum, ça peut être intéressant sur certaines certifications, notamment sur les CQP. Alors, avant de passer la parole à Jean-Claude, il y a une deuxième question qui est, alors même si là, on est dans une logique de recrutement, jusqu'à un passé récent, il y a beaucoup d'employeurs qui se plaignaient des modalités de rupture, on va dire, de contrat. Est-ce qu'il y a eu un assouplissement ou on est toujours sur la même législation? Sur le contrat d'apprentissage, les choses ont été extrêmement assouplies puisqu'il n'y a plus besoin de passer par la case prud'homme. Donc, c'est la loi du 4 septembre 2018. Hein. Ça a été extrêmement allégé. Donc là, il n'y a plus cette difficulté d'être obligé de passer, de faire agréer en fait la rupture par les conseils de prud'homme. Donc je pense, alors je suis pas un spécialiste du droit du travail, hein, mais je pense que ça allège quand même pas mal à la fois les prud'hommes et les entreprises. Ça, c'est oui, c'est un point qui est important. Hein. Merci. Jean-Claude? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Philippe de me passer la parole et puis merci à Olivier sur cette première partie. Donc en fait, moi je voulais en fait vous évoquer et vous démontrer un petit peu face à cette nouvelle situation, face à ces évolutions, face à ces réformes et face à la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Comment l'UPV s'engage, comment l'UPV réagit et comment l'UPV en fait agit. Donc sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc en fait, on a traversé depuis quelques années un certain nombre de réformes qui se sont succédées, certaines plus ou moins impactantes. La dernière en date, c'est quand même celle de 2018, qui nous a en fait donc avec la loi liberté de choisir son avenir professionnel et qui a fait quand même un grand bouleversement dans le champ de la formation et de l'apprentissage et sur les financements de la formation, avec une réforme sur les organismes financeurs, la réduction des OPCA, la transformation en OPCO, la création de France Compétences, etc., de toutes ces instances. Donc vraiment un énorme bouleversement et surtout aussi dans les circuits financiers avec quelque part en partie la disparition d'une grosse partie de la taxe d'apprentissage et qui était en fait inclus dans une contribution unique avec la formation professionnelle. Et suite à ça, crise sanitaire, la Covid et donc une situation économique bloquée et face à ça, obligé d'agir et de réagir. Donc l'UPV, que fait l'UPV dans tout ça? Comme on l'a toujours fait, comme on a toujours opéré durant ces nombreuses années, c'est-à-dire en fait, on observe. On essaie d'accompagner au maximum nos partenaires, les entreprises, donc avec lesquelles on travaille régulièrement. On essaie de former en s'adaptant au mieux possible et on essaye aussi d'innover. Alors dans l'innovation, on essaye en fait on est pragmatique, donc on fait des expériences, on met en place des laboratoires. Et on essaie de voir ce qui marche et ce qui peut marcher le mieux possible. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place un gros travail à la fois d'ingénierie de formation et d'ingénierie financière pour essayer de répondre et surtout de passer tous les obstacles qui sont mis devant nous face à soit ces réformes, soit à ces crises que nous vivons. Diapo suivante. En fait, le challenge est important quand même parce que donc en 2019, on a quand même vécu un accroissement assez phénoménal du nombre d'apprentis au regard des années précédentes, donc avec une courbe de progression assez intéressante. Donc ça veut dire que 2020, il faudra donc on en tirera le bilan, voir si toutes ces mesures en fait ont permis au moins de se stabiliser ou d'aller au-delà. L'objectif, bien entendu, pour le gouvernement et puis pour nous tous, c'est d'aller au-delà. Quand je dis nous tous, c'est nous, les institutions, les partenaires sociaux, les entreprises,
puisque en fait tout ce que nous mettons en place c'est vraiment dans l'intérêt de notre économie, puisque les jeunes, je le rappelle, sont quand même l'avenir de nos entreprises, hein. Donc sans jeunes, si on ne recrute pas de jeunes, si on ne forme pas les jeunes, un jour ou l'autre, nos entreprises vont tendre vers l'obsolescence et vont s'éteindre. Donc on a vraiment besoin d'eux, mais effectivement on a besoin de les former, on a besoin de transmettre. Voilà. Donc aujourd'hui, sur le plan local, hein, on n'a aucune prétention nationale. L'Union patronale s'engage et contribue sur le plan local donc au développement de l'apprentissage en essayant en fait d'apporter des visions différentes de l'entreprise de la part des jeunes et des entreprises sur la formation. Donc pour réussir en fait cette alchimie, il faut tout repenser. Diapo suivante. Quand je dis tout repenser, ça veut dire que par rapport effectivement aux engagements financiers qui sont débloqués par l'État, donc les 100 milliards d'euros, hein, dont 20 milliards sur les compétences, l'UPV en fait se mobilise sur quelques thématiques, hein, qui la concernent plus particulièrement. Donc l'apprentissage et les contrats de pro, l'accompagnement renforcé et personnalisé des apprenants et la formation sur des métiers d'avenir. Diapo suivante. Donc, comment ça se concrétise tout ça? En fait, ça se concrétise par un engagement du groupe UPV par une synergie qui est mise en place sur toutes ces structures. Donc, l'UPV aujourd'hui a un certain nombre de dispositifs déjà en place, donc que ce soit des dispositifs qui dépendent directement de l'UPV, comme l'Institut méditerranéen du sport, de l'animation et du tourisme, donc un centre de formation d'apprentis, un dispositif Prépassat, donc pour la préparation de la formation dans le sport et l'animation. Donc ça a été en fait une réponse au plan investissement compétences de l'État, où en fait ce dispositif en fait a été lauréat et donc nous permet en fait d'orienter, d'initier et de sensibiliser des jeunes dans un sas de préformation. On a l'école de la deuxième chance du Var, donc, qui aujourd'hui fait de l'insertion professionnelle, met en place des sas professionnels et du développement de filières. Une structure de formation, UPV formation développement sur la formation professionnelle continue sur l'hygiène, santé, sécurité. Donc, et tout ça, en fait, est en synergie totale puisque ces structures fonctionnent de manière interconnectée. On a également donc une école diplômée du numérique qui permet donc sur une filière en tension, sur la filière de la fibre optique qui aujourd'hui est très en tension, avec des dispositifs de formation insertion. Et également une cellule donc UPV Tax Expert qui permet donc bien sûr par rapport au flux financier d'apporter du conseil et de l'assistance pour les contributions à la formation, à la taxe d'apprentissage, puisqu'il reste quand même une toute petite partie de taxe d'apprentissage qui sont les 13% du solde de taxe d'apprentissage qui aujourd'hui restent fléchables, affectables à certaines écoles et entre autres aux structures de l'UPV que sont UNSAT et EDCEVAR. On travaille bien évidemment en ingénierie aussi avec des partenaires, hein, et on utilise donc aussi nos supports, nos autres supports que sont nos juristes, nos psychologues et nos assistantes sociales. Donc tout ça, en fait, on essaie donc de mettre en place une alchimie pour mettre en place des dispositifs pour recruter différemment, recruter des jeunes différemment. Là, on tend donc sur les modèles, par exemple, qu'on a initié avec l'école de la chance du Var, des modèles d'entrée-sortie permanente. Donc, par exemple, notre CFA aujourd'hui est en train de muter progressivement, bien sûr, sur non pas des rentrées scolaires septembre-octobre jusqu'à juin ou septembre suivant, mais sous une forme
peut-être une forme hybride d'entrée-sortie permanente qui permet de répondre à la fois à une demande de formation et à une demande, on va dire, d'insertion dans le milieu professionnel par les entreprises. Former différemment, recruter différemment, former différemment et insérer différemment. Alors, former différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi tendre vers des parcours de plus en plus individualisés. Donc, prendre des apprenants et travailler en fait leur programme individuel de formation et les amener jusqu'au diplôme ou à la qualification par des parcours et des cursus totalement personnalisés et individualisés. Donc ça n'a rien d'évident. Ça nous a obligés également, cette réforme et les conditions dans lesquelles aujourd'hui on vit et on subit la crise nous ont obligés également en fait à modifier nos temps de formation et nos formes de formation. Donc travailler sur des dispositifs, on va dire, alternant à la fois le distanciel et le présentiel, donc ce qui n'était pas évident, puisque aujourd'hui, il y a des écoles, des organismes de formation qui étaient déjà préparés, qui avaient déjà une ingénierie prête au distanciel ou à la formation à distance. Pour nos structures, ce n'était pas du tout évident. Et donc, tout doucement, on s'y met et on arrive aujourd'hui à mettre en place des dispositifs qui permettent aux jeunes apprenants, aux alternants, aux jeunes ou moins jeunes, à bénéficier de ce type de formation distante et en présentiel. Et tout ça, bien sûr, en accord avec les exigences des financeurs et des entreprises. Avec des cycles d'alternance et des rubans pédagogiques qui sont assez différents et qui sont connotés sur des secteurs d'activité bien précis. Donc, on peut aller de l'alternance hebdomadaire à l'alternance journalière jusqu'à l'alternance 6 mois ou sur les vacances scolaires. Donc, ça demande en fait une ingénierie de formation, une ingénierie pédagogique assez poussée. Tout ça, ça ne se fait pas sans couac, bien sûr, puisqu'on apprend, comme tout le monde. Mais ça permet aujourd'hui de démultiplier en fait, je dirais, les possibilités, les capacités de formation et surtout, je dirais, de montrer qu'on peut faire de la formation différemment et on peut répondre à l'entreprise sous des formes, on va dire, diverses et variées de dispositifs de formation. Pour vous donner un exemple, donc, je dirais, de dispositifs de formation, de méthodologie de formation et d'approche, on va dire, un peu innovante. Alors, par exemple, aujourd'hui, on met en place des ateliers découverte métier. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais quand même, ça n'a rien d'extraordinaire, mais il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut montrer, il faut amener les jeunes à découvrir des métiers qu'ils n'ont pas peut-être vu, découvert ou approché dans leur cursus de formation classique. On essaye aussi de montrer qu'il y a aujourd'hui des filières qui sont en saturation et d'autres qui sont en tension. En tension, ça veut dire qu'il y a vraiment une demande et un besoin. Et si on se dirige vers sa filière avec un diplôme ou une qualification, on a de fortes chances d'être employé et de trouver un emploi. Donc, ça va être des accueils différenciés. Ça va être aussi mettre en place des ateliers de service au sein de nos écoles. Donc, par exemple, sur l'école de la deuxième chance, en fait, on met en place des ateliers où on définit avec l'entreprise des projets à développer, des projets qui seront mis en application directement dans l'entreprise. Donc, le jeune, en fait, travaille sur son projet avec son équipe pédagogique, avec les professionnels qui accompagnent, et le projet est directement utilisé, mis en application dans l'entreprise.
On utilise aussi le parrainage entreprise. Donc là, ça va être le professionnel, les professionnels qui vont s'engager dans une action de parrainage formation. Bien sûr, c'est sur du bénévolat, un principe de bénévolat. Hein. Ça veut dire que le professionnel, le chef d'entreprise, le manager ou le salarié lambda va donner de son temps pour accompagner le jeune, soit à distance, soit à l'intérieur de l'école, dans l'enceinte de l'école, ou en entreprise. On fait de la simulation d'entretien aussi, parce que ça aussi, on s'aperçoit que souvent les jeunes sont assez éloignés de la situation réelle de l'acte final, c'est-à-dire j'ai tout dans mes mains, j'ai mes qualifications et maintenant il faut que j'aille chercher l'entreprise et il faut que je me fasse connaître, il faut que je me vende. Donc on commence très tôt en fait à travailler avec des simulations d'entretien et puis avec des scènes réelles qui sont travaillées, vues, revues et révisées de manière à ce qu'on arrive à ce que le jeune se sente de plus en plus en confiance, de plus en plus sûr de lui dans de telles situations. On met en place des instants pro. Donc les instants pro, ce sont des moments dans des lieux définis, des moments privilégiés où les professionnels viennent à la rencontre des jeunes, où les jeunes viennent à la rencontre des professionnels. Donc ce sont des moments très riches d'expérience où sous forme de petits meetings, de petites tables rondes, de petits speed dating, en fait, les pros parlent aux jeunes et les jeunes échangent avec les pros, posent leurs questions, les pros font part de leurs attentes, de leurs exigences, de ce qu'ils attendent dans leurs entreprises. Et donc, ça permet justement encore une fois, de parfaire l'outil pédagogique et de parfaire les séances. Nous avons, depuis l'année dernière, mis en place, alors on a fait une expérience sur l'école de la deuxième chance avec l'IMSAT. On a mis en route un business game. Jusqu'à présent, ce genre d'expérience, en fait, ce genre d'événement ne se faisait qu'avec des grandes écoles, hein, soit des IAE ou des écoles de commerce. Et là, en fait, on a mis en place ce type d'événement avec des infrabacs ou des niveaux bac. Ce qui est tout à fait innovant, tout à fait nouveau. La première expérience a été un succès, un vrai succès, avec des jeunes engagés, avec des entreprises engagées, des coachs engagés. C'est 3 jours intenses où des équipes de jeunes accompagnés par des pros construisent un projet de création d'entreprise avec, on va dire en grandeur réelle, hein, avec bien sûr l'objectif de présenter son projet devant un jury et d'être éventuellement l'élu, le meilleur projet élu. Donc 3 jours intenses où les jeunes sont engagés à fond, où on voit les jeunes progresser de jour en jour. Parce qu'en fait, ils partent de loin quand même. Hein. Pour certains, ils n'avaient jamais vécu ce type d'expérience. Ils n'avaient jamais vécu l'écriture d'un document, la rédaction d'un argumentaire sur un diaporama, monter sur une scène et argumenter son projet d'entreprise, vendre son idée. Tout ça, c'était pour certains complètement neuf et très intimidant, hein, dans un amphi, face à un jury, face à un public. Et ça a été vraiment un vrai succès. On va réitérer cette opération cette année avec l'IMSAT et le 2C. Donc, des projets mini-entreprises et puis en même temps aussi l'aide au recrutement, c'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit pour l'IMSAT ou sur l'école de deuxième chance, l'IMSAT, en fait, nos organismes aujourd'hui sont de véritables plateformes de recrutement pour les entreprises, puisque en fait, on connaît parfaitement les besoins de nos partenaires, de certains de nos partenaires, et on fait l'interfaçage, on essaie de faire matcher au mieux
le candidat avec l'entreprise. Voilà pour ce qui est de ce que fait l'UPV. Je vous invite donc également, je vous ai mis dans le diaporama deux documents que vous pouvez télécharger, qui sont des documents donc, sur les sites gouvernementaux, qui précisent en fait toutes les mesures aujourd'hui, les mesures d'aide. Et comme je parlais de recrutement, je passe le témoin à Réga, puisqu'elle va nous présenter en fait. Alors, avant que Réga intervienne, il y a deux questions, mais qui concernent plus le plan que l'intervention des actions de l'UPV. Alors, Jean-Claude a en partie répondu à la première. Est-ce que le plan a prévu des actions, ou en tout cas un renforcement d'actions pour inciter les jeunes à aller sur certaines filières qui sont en pénurie de main-d'œuvre? Donc, il y a l'exemple de l'IMSAT et de l'EDC, mais est-ce que le plan a prévu des actions plus larges et de plus grande envergure? Et la deuxième question qui concerne plutôt la pérennité des contrats. Donc, on est dans une stratégie d'amener les jeunes sur de l'alternance, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils y restent et qu'on évite des ruptures de contrat comme on peut enregistrer aujourd'hui? Voilà. Donc, je ne sais pas si Olivier a des réponses. Je ne sais pas, Olivier, tu veux prendre la parole ou je réponds? Voilà, j'arrive. Voilà. Aujourd'hui, les ruptures anticipées de contrat d'apprentissage, je dirais nettes, c'est-à-dire qui sont des ruptures qui sont enregistrées au cours du contrat avant la fin de l'année, avant le passage de l'examen, puisqu'il y a beaucoup de ruptures aussi après l'obtention du diplôme. On est autour de 20%, donc un apprenti sur 5, ce qui est tout à fait déplorable, avec justement plus le niveau de formation est faible et plus le taux de rupture est important. Je crois pour moi, il y a deux choses qui permettent de limiter ce type de rupture. La première chose, c'est la prépa apprentissage, faire en sorte que le jeune, lorsqu'il choisit un métier, puisque en apprentissage, on choisit un métier, on ne choisit pas une profession, on choisit vraiment un métier, eh bien, le choix se fait en connaissance de cause. Donc, le jeune a été confronté au métier et à ses difficultés, éventuellement ses contraintes, puisqu'il y a il est clair que si vous voulez être cuisinier, le cuisinier, il travaille le week-end, il travaille le soir, il travaille le midi, il travaille quand les autres sont au repos. Donc voilà. Donc c'est finalement, il y a des choses dont il faut prendre conscience et le jeune, il n'a pas forcément tous les éléments pour prendre sa décision. Donc là, la rupture qui est liée à une erreur d'orientation ou une non-validation de choix est importante. Moi, je la chiffre à peu près à la moitié. Et puis après, il y a la relation avec le maître d'apprentissage. Et c'est là que j'ai dit aux entreprises qu'il faut être très, très attentif, d'abord aux signaux faibles. Il faut que le maître d'apprentissage, il faut qu'il soit volontaire. On n'impose pas à un salarié le fait d'être maître d'apprentissage. Ça doit être je dirais presque un acte citoyen que d'être maître d'apprentissage, d'avoir une volonté de transmettre son savoir-faire, mais aussi son savoir-être, et d'écouter le jeune avec bienveillance. Parce que le jeune, il démarre dans une activité, dans un métier, ça fait pas 30 ans qu'il l'exerce, donc il faut qu'il ait le temps de l'appréhender, de s'y acculturer et de l'aimer. On ne fait bien que ce que l'on aime. Ça, c'est une potion magique. Donc le jeune, s'il a choisi effectivement un métier, s'il aime ce qu'il fait, il n'y aura pas de difficulté si en plus il est accompagné par un maître d'apprentissage ou un tuteur qui va effectivement l'aider à grandir, l'aider à progresser en termes de compétences, de savoir-faire et de savoir-être. C'est le secret de toute alternance réussie, c'est ça. Pourquoi est-ce que les apprentis ont une meilleure insertion professionnelle que les autres? Tout simplement parce qu'ils ont de l'expérience professionnelle. L'apprentissage, on ne dit pas suffisamment souvent, mais c'est sélectif. Avant de rentrer en apprentissage, il faut trouver un employeur. Donc, il faut faire l'effort de chercher un employeur. C'est pas le lycée professionnel où on rentre comme dans un moulin et on ressort aussi vite. Non, c'est beaucoup plus sélectif et donc forcément les jeunes ne sont pas le même profil. Voilà, sachant que aujourd'hui il y a un déficit dans un certain nombre de métiers qui ne sont pas forcément des métiers salissants, mal payés ou désagréables, mais il y a des métiers qui n'attirent pas les jeunes parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils ne les connaissent pas, parce que les enseignants ne les connaissent pas, parce que les parents ou les grands-parents qui sont des très gros
préconisateurs en matière d'orientation professionnelle ont une image du métier qui date de leur propre jeunesse. Donc, qui ont 40, 50, 60 ans de retard sur la réalité du terrain. Aujourd'hui, un chaudronnier, ça ne fabrique plus de chaudron. Donc, il faut le répéter dans les collèges. Donc, c'est important de le dire et voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Je peux rajouter, Philippe? Vas-y. Donc, pour compléter ce que vient de dire Olivier, donc très justement, moi je voudrais donc répondre à la question. La question était est-ce qu'il y a quelque chose dans le plan? Non, il n'y a rien dans le plan. Le plan ne dit pas comment il faut faire pour éviter les ruptures. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, au travers de ce que j'ai pu décrire précédemment, en fait, je pense que la réussite, éviter la rupture, c'est de voir les choses différemment. C'est effectivement que l'organisme de formation ne soit pas qu'une seule structure en fait aujourd'hui qui enregistre des demandes de formation de la part d'une entreprise ou de la part d'un candidat, mais qui travaille différemment, qui met en application une ingénierie différente et qui met en relation des apprenants avec des structures professionnelles. Et je crois que l'alchimie, elle est là. Il faut vraiment travailler sur la découverte, sur la relation et sur la connaissance mutuelle, en fait, de l'apprenant et du monde professionnel. Et au plus on fera ça, donc comme le disait très justement Olivier, la notion de préparation, prépa-apprentissage, ce qui est le cas de prépa-SAP par exemple, et ce qui est aussi le cas de l'école de chance, puisque c'est un sas de préparation. En fait, toute la solution, je crois qu'elle est là, c'est que en fait, au mieux, en fait, on va travailler sur les phases de découverte, d'initiation et de rapprochement et de connaissance mutuelle entre ce monde des apprenants et le monde de l'entreprise. Et en plus, on va aller vers des binômes qui vont de plus en plus converger. Et bien sûr, l'entreprise doit aussi, de son côté, bien définir le cadre et l'environnement dans lequel elle va accueillir l'apprenant. Elle doit définir aussi ses besoins. Le besoin d'un alternant, d'un apprenant, c'est comme le besoin de recruter un salarié. Je pense qu'il faut le voir de la même manière. Sauf qu'effectivement, il y a la dimension apprentissage, ça veut dire qu'il ne sera pas complètement opérationnel. Il va falloir prendre le temps et surtout se projeter sur cet apprenant. Et je pense que là, effectivement, l'entreprise qui comprend ça et qui comprend qu'elle doit projeter en fait son avenir sur des jeunes qui vont s'imbiber en fait de l'esprit entreprise. Et là, je pense qu'il n'y a aucune raison que le binôme, à un moment donné, ne fonctionne pas. Merci Jean-Claude. On va passer la parole à Rega qui va nous apporter un retour d'expérience sur un dispositif justement de rapprochement entre les demandeurs et les entreprises. À vous Rega. Merci Philippe. Bonjour, donc je vais vous présenter le site Provence Emploi, qui est un job board créé par l'Union patronale du Var et qui a la particularité sur une seule plateforme de vous permettre de diffuser vos offres en alternance, les offres d'emploi et les offres de stage également. Donc l'objectif de Provence Emploi, c'est de faciliter à la fois la mise en relation entreprise et candidat d'une part, et d'autre part de permettre l'accès au marché latent de l'emploi. Donc c'est un site ergonomique, simple, intuitif et je précise entièrement gratuit. Donc dans les différentes spécificités de Provence Emploi, vous pouvez dans les 3 rubriques à la fois publier vos offres, les charter avec votre logo. Elles sont multidiffusées sur les agrégateurs Indeed, Jobijobin et Pôle emploi. Alors, la cible de Provence Emploi, c'est à la fois les entreprises, les candidats et les centres de formation. Donc, les entreprises ont la possibilité de publier leurs offres, de les valoriser,
Les offres peuvent également être partagées sur les réseaux sociaux pour une meilleure diffusion en plus des agrégateurs, et également la possibilité d'accéder à une CVTech en ligne, ce qui vous permet de pouvoir ainsi diversifier votre sourcing et enrichir votre vivier de candidats. Donc sur les avantages de Provence Emploi, ça je vous en ai fait part. Les candidats peuvent également postuler directement aux offres et mettre leur CV pour être référencés sur le site. Voilà, donc vous trouvez toutes les informations sur le contact de Provence Emploi sur cette dernière slide. Donc, je vous invite à vous rendre sur provence-emploi.com pour diffuser vos offres. Et voilà, et je reste disponible pour toute question. Merci. Merci Rega. Ben, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc nous allons mettre fin à ce webinaire que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne de l'UPV. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence le 8 octobre prochain. Ça sera un rendez-vous de la santé et sécurité organisé avec nos partenaires de la Direct, de la CARSAT et de l'AIST. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci, au revoir à tous.